Bonjour et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro historique. Prise en tenaille entre les grandes puissances méditerranéennes, que représentait la Corse au Moyen-Âge? Un point stratégique, un relais politique. On en parle avec notre invitée, Vanina Mark-Ivankovlart. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, vous êtes maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de Corse, auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages portant sur cette période particulière en Corse et plus largement dans les îles en Méditerranée. Les couvertures s'affichent à l'écran. Mais avant que nous remontions le fil de l'histoire, Vanina Mark-Ivankovlart, pouvez-vous me dire ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous ? Je crois que j'ai un type physique méditerranéen. La cuisine aussi, je suis plutôt cuisine à l'huile d'olive qu'au beurre. Voilà. Après, je ne suis pas que méditerranéenne parce que j'ai grandi à Paris et que j'ai un nom flamand, comme vous l'avez bien prononcé. Donc voilà, je crois que c'est bien aussi de ne pas être entièrement lié à l'objet qu'on étudie. Oui, et peut-être pour poser le cadre, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans cette période médiévale? Comment on s'intéresse au Moyen-Âge? En fait, moi, c'est des enseignants à l'université, quand j'ai fait mes études d'histoire, qui m'ont donné le goût du Moyen-Âge, parce que c'était un Moyen-Âge qui était très différent de celui des représentations qu'on a dans la société. Un Moyen-Âge qui était finalement assez moderne sur le plan politique, le Moyen-Âge italien, avec un dynamisme des villes. Oui, et qui est beaucoup plus lumineux qu'on ne le pense, qu'on le laisse imaginer. Et la question que je me suis posée, c'est qu'en est-il de la Corse? Qu'en est-il de la Corse? Alors justement, est-ce que vous pouvez dater le Moyen-Âge pour la Corse, nous donner quelques repères historiques? Alors, pour la période médiévale est très longue. Je dirais que le Moyen-Âge commence avec un événement fondateur. C'est peut-être l'offensive pisano-génoise contre l'émir de la taïfa de Dénia en 1015, qui permet en fait l'implantation, c'était en Sardaigne, mais qui permet l'implantation des marchands italiens dans les deux îles au XIe siècle et qui permet aussi à la papauté de réinvestir la Corse. De réinvestir la Corse. On va reparler de Dénia et une sombre histoire de piraterie, vous nous en direz plus. Mais comment définiriez-vous la Corse à cette période? Que représente cette petite île, entre guillemets? Est-ce que, je le disais, c'est un point géographique stratégique? Est-ce que c'est un marché intéressant? Est-ce que c'est un relais politique? Où elle se situe dans cette confluence géopolitique? Alors, la Corse est une île qui est de taille moyenne, assez importante, mais beaucoup plus petite que la Sardaigne. Et elle est située au cœur des routes de la Méditerranée occidentale. C'est une île qui est très proche de l'Italie, 90 km seulement de la Toscane au nord-est et très proche de la Sardaigne au sud, 10 km seulement entre Bonifacio on voit les cartes. Et le nord de la Sardaigne. Voilà. Et elle, avec la Sardaigne, elle occupe en fait un rôle stratégique pour les relations maritimes méditerranéennes. Les routes entre l'Italie et le Maghreb, et entre la péninsule ibérique et l'Italie et la route du Levant. Est-ce qu'on peut parler d'un ensemble qui irait au-delà de la dimension simplement géographique avec la Sardaigne, justement? Alors en fait, au Moyen-Âge, il y a eu une tentative d'unification des deux îles avec la création d'un royaume de Sardaigne et de Corse en 1297 par le pape Boniface VIII, un royaume qui a été inféodé au souverain d'Aragon. Et donc cette idée que les deux îles pouvaient former une unité politique reposait aussi sur leur proximité géographique et leur interaction économique. Une interaction économique qui avait été encore renforcée par l'existence du port de Bonifacio, qui était à la fois un port corse et un port sarde. Et un port sarde. Qui sont alors les forces en présence? Nous avons les Génois et les Pisans du côté italien, mais en face, il y a du répondant. Vous l'avez dit, on va voir la carte, encore une fois. Et une sombre histoire de piraterie, comme je le disais, avec l'émir de Dénia et le califat de Cordoue.
Alors voilà, ce qui se passe... C'est intéressant. Vous me dites piraterie, moi je... Ce qui se passe au XIe siècle, c'est que du côté de la péninsule ibérique, le califat de Cordoue, qui s'était constitué, éclate en petites principautés rivales, oui. et qu'à Dénia, donc au sud de Valence, au sud de la Catalogne, s'installe un émir qui va conquérir les Baléares et tenter un État thalassocratique en annexant la Sardaigne. Et il est probable que cette principauté qui annexait la Sardaigne ait eu également des visées sur la Corse. Et l'enjeu était de dominer les routes maritimes. Oui, on va voir la carte justement qui partent de cette péninsule ibérique et qui veulent conquérir la Sardaigne. Voilà, donc on voit qu'en fait Parfait. les îles sont au centre d'un enjeu de domination économique en fait pour s'imposer au Maghreb et dans le commerce méditerranéen. Et depuis ces îles, le sultan de Dénia pouvait organiser des opérations de raid contre l'Italie. Et donc il y a une offensive commune de Pise et de Gênes qui va être victorieuse, qui permet de s'implanter en Sardaigne et par extension en Corse. D'accord. Et qui siffle la fin du match, j'ai envie de vous dire à quel moment, ou plutôt dans quelles circonstances, Rome et le pape, Innocent II, me semble-t-il, reprennent la main et redistribuent les cartes? Alors en fait, ce que racontent les chroniques de l'époque, les chroniques pisanes et génoises, c'est que Pise, ayant vaincu Moudjahid, obtient du pape la Sardaigne. Et le premier document qui montre une occupation religieuse de la Corse par Pise, c'est 1077. Et donc dans un premier temps, c'est l'archevêque de Pise et c'est l'Église qui contrôle la Corse. Et en 133, Innocent II, comme vous l'avez rappelé, oui, on voit, divise les évêchés de l'île entre Gênes et Pise qui se disputaient en fait le contrôle de l'espace tyrrhénien, d'abord en Sardaigne et par extension en Corse, puisqu'il faut toujours penser que la Corse est sur la route et donc elle est indispensable. Et les évêchés du nord de la Corse vont être attribués aux Génois et les 3 évêchés du sud demeurent pisans. Quelles seront les conséquences de cette répartition? Je crois qu'on peut dire que le fait que les diocèses soient soumis à Gênes va faciliter la pénétration génoise dans le nord de l'île. On sait que la Corse, il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas dit, c'est que la chaîne de montagnes qu'on connaît toujours divisait au Moyen-Âge 2 espaces, deux entités géographiques fortes et un nord de l'île qui était beaucoup plus proche de la péninsule et beaucoup plus ouvert aux influences génoises et un sud qui était seigneurial et beaucoup plus tourné vers la Méditerranée et notamment la Catalogne. On va y revenir dans notre Zoom. Vanina, à la fin du XIIe siècle, l'implantation commerciale des Génois à Bonifacio est actée et documentée. Quelle est, malgré tout, sa réalité? Bonifacio devient alors un comptoir. Calvi le sera un petit peu plus tard, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans les faits? Dans les faits. Alors, en fait, Bonifacio, c'est d'abord un point stratégique pour, là aussi, pour exercer une activité de piraterie ou de contrôle maritime. C'est un port qui est stratégique et qui était d'abord une colonie pisane. On n'a pas tellement d'informations sur cette première implantation. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1195, les Génois parviennent à prendre Bonifacio aux Pisans pour pouvoir mieux dominer le commerce dans le détroit. Pour le XIIIe siècle, l'activité économique de Bonifacio est bien documentée. Donc en fait, c'est un port secondaire par rapport à l'espace méditerranéen. Ce n'est pas un port international, c'est un petit port régional qui permet un commerce triangulaire qui n'est pas d'importance par rapport au volume de marchandises, mais par la régularité qui est très importante entre la Sardaigne, la Corse et Gênes. Sans faire de révisionnisme contemporain, est-ce que les échanges étaient plus fluides avec le continent, et notamment, je pense à l'Italie, à cette période-là, qu'ils ne le sont aujourd'hui? Alors, de fait, tout a l'air tellement plus compliqué. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'on a souvent la représentation de l'insularité comme quelque chose qui relève de l'isolement, dans un sens étymologique. Et au Moyen-Âge, à une époque où les relations maritimes sont tellement importantes et sont tellement plus aisées que les relations terrestres, finalement, être une île, c'est être
hyper connectés et hyper reliés à la Méditerranée. Et donc les échanges en ce sens, la Corse reçoit énormément d'informations, de marchandises, de personnes de l'Italie, mais également par la Sardaigne, oui. Depuis la Catalogne. Et il y a quand même, notre difficulté, c'est qu'on a un petit manque documentaire. Hein, si vous voulez, on a des notaires pour le XIIIe siècle à Bonifacio. Ce qu'on a est très intéressant, mais c'est rien par rapport à l'activité qu'il y a pu avoir et qui reste absolument non documentée. Mais en tout cas, à travers ces ports, à travers même les petites marines, hein, toutes les criques de Corse pouvaient abriter un petit commerce de cabotage qui n'a pas laissé de documentation. On a une fluidité, une ouverture sur l'extérieur. On le voit par exemple dans la circulation de l'information. Les Corses sont informés de ce qui se passe. Parle-t-on alors de partenaires ou de forces dominantes? On l'a dit, il s'agit de comptoirs commerciaux, mais les idées circulent aussi, vous venez de le dire. Oui. Donc, alors, d'un point de vue économique, on parle d'un commerce inégal dans le sens où l'île exporte surtout des matières premières et les marchands italiens vont importer des produits de leur industrie. Hein. C'est une relation inégale qu'on retrouve avec l'Italie du Sud. Enfin, il y a énormément de théories économiques qui ont été d'ailleurs nuancées depuis sur cette question-là. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce qu'elle exporte, l'île? Alors, c'est essentiellement des produits de l'élevage, des pots, les céréales. Et en revanche, ce qu'elle importe, c'est les céramiques qu'on trouve sur les sites de fouilles, du drap italien, etc. D'accord. Oui, donc vous me disiez qu'au-delà des marchandises et des biens, les idées circulaient aussi. Donc il y avait une dimension politique. Cette dimension politique, cette dimension partenariat, ce qui est sûr, c'est que ces relations de plus en plus régulières avec une Italie urbaine, communale, qui a son système politique particulier, a sûrement favorisé l'éclosion du système communautaire corse. La Corse, au Moyen-Âge, se distingue par la force de ses communautés politiques, des communautés d'habitants, des communautés d'abord à l'échelle des vallées, et qui vont se réunir dans une grande communauté politique qu'on voit apparaître dans des parlements qui ont lieu dans des espaces ouverts sur le territoire et durant lesquels on prend les décisions politiques importantes par acclamation et par délibération. Il y a donc une vision collective, un projet commun qui unit la Corse à cette période-là? Alors, il y a une tentative, on sent une volonté de projet communautaire. Il y a donc le système de la Vedoute, la grande assemblée des chefs politiques qui sont réunis, par exemple, pour élire le comte de Corse. Et alors, ce comte de Corse, par cette acclamation, c'est un seigneur du Sud, donc il est seigneur naturel de Chinarca, dans le sud de l'île, et il vient négocier en fait son pouvoir dans le nord de l'île avec les communautés politiques. Et ce comte de Corse incarnerait un peu une réalité politique locale. Pour autant, alors si on lit, par exemple, il y a une source qui est très intéressante, c'est la chronique de Giovanni della Grosse, qui est un notaire chroniqueur du XVe siècle et qui déplore en fait la difficulté, qui se plaint du fait que la Corse n'arrive jamais à trouver un bon gouvernement. Mais ce qu'on voit, c'est ces tentatives multiples, mais qui peuvent être aussi bien à destination locale, avec le comte de Corse, que d'aller chercher la commune de Gênes ou le roi d'Aragon. Alors, la transition est parfaite, Vanina. On a toujours tendance à regarder du côté de l'Italie quand on évoque la Corse en Méditerranée, mais c'est sans compter sur le royaume d'Aragon, qui n'est pas en reste. Question jeu d'influence à cette époque, et c'est notre zoom de la semaine. Alors, dans un premier temps, Vanina, pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce royaume d'Aragon ? Alors, c'est pas le royaume d'Aragon, c'est la couronne d'Aragon. C'est-à-dire que la couronne d'Aragon, c'est le produit de la réunion du royaume d'Aragon, de la Catalogne, l'ancien comté de Barcelone, et des îles, donc les Baléares, la Sardaigne, la Sicile et théoriquement la Corse, puisque la Corse était réunie au royaume de Sardaigne. Donc la Sardaigne est conquise à partir de 1325, mais très rapide. Mais comme les Génois étaient très présents en Sardaigne, les Génois vont soutenir des oppositions locales et finalement la conquête de la Sardaigne va déclencher une guerre d'une centaine d'années qui justifie que la Corse n'ait pas été réunie. Mais en Corse, c'est de la même manière que les Génois soutiennent les seigneurs opposés
aux Catalans en Sardaigne, eh bien, en Corse, les seigneurs sont soutenus par la couronne d'Aragon. Il y a un projet politique qu'on pourrait résumer comme étant le royaume de Corse, un royaume de Corse qui est d'abord uni à la Sardaigne, mais ensuite on voit avec Vincente Lodistria que l'idée d'un royaume de Corse commence à émerger, qui ne serait plus totalement lié à la Sardaigne et qui permet en fait à un seigneur local d'aller puiser sa légitimité à l'extérieur pour gouverner l'île. Est-ce que la Corse est tiraillée entre la République d'un côté de Gênes et la couronne d'Aragon? Je crois oui, qu'il y a vraiment un débat politique entre la monarchie et la commune. Quel système adopter? C'est deux systèmes très différents. C'est deux systèmes très différents. Et par exemple, la vision d'un chroniqueur comme Giovanni Lagros, c'est une vision plutôt qui dit que la Corse a toujours été un royaume. Tout son récit historiographique tend à le démontrer. Et donc, lui, il était plutôt originaire du Sud, plutôt partisan d'un projet monarchique. Mais si vous voulez, derrière cette contradiction ou cette opposition politique, finalement, du point de vue des structures, même l'enjeu, c'est de savoir comment unifier ce territoire sous un pouvoir. Et du point de vue des structures, même dans le monde des seigneuries, vous avez toujours cette force des communautés. Et je crois que c'est ce qu'on a perdu à la fin du Moyen-Âge avec l'implantation définitive de l'État territorial génois, c'est que ça a quand même eu pour effet d'atténuer ces forces communautaires et de renforcer l'aristocratie, les factions et peut-être une vision plus individualiste de la politique. Et qu'en est-il de la Sardaigne? Est-ce qu'il y a eu une vraie rupture, à un moment donné, un événement qui a marqué la division des deux îles, politique ou en tout cas d'une vision collective, ou est-ce que ça s'est délité, je dirais, au fil de l'histoire? Non, alors il y a en fait ce qui a marqué la division définitive et la naissance de cette frontière politique qu'on connaît encore aujourd'hui, mais qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, c'est la victoire définitive d'Alphonse V en Sardaigne et l'échec du siège de Bonifacio. C'est-à-dire que Alphonse V, en 1421, renonce à conquérir l'île. Il retente une fois en 1451, mais ensuite il y a un nouveau danger en Méditerranée, c'est la construction de l'Empire ottoman, c'est la menace turque. Et finalement, devant ce danger-là, on renonce à ces querelles autour des îles. Et la Corse est définitivement génoise et acceptée comme telle. Et la papauté va définir le statut de la Corse comme étant une île génoise. Donc à la fin du Moyen-Âge, il n'y a plus d'ambiguïté sur le statut politique de l'île. D'accord. Et on peut dire quand même que la Corse et la Sardaigne répondent à deux logiques de configuration très différentes. Alors, il y a un jeu d'échelle. La Sardaigne, c'est plutôt une île-continent comme la Sicile, avec des capacités d'autonomie du point de vue économique, des ressources importantes. Les juges de Sardaigne prêtaient de l'argent au roi d'Aragon. Voilà. Donc, on est, alors qu'en Corse, on a une île plus petite, donc peut-être qui fait plus île dans le sens où elle est vraiment liée à des relations avec l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que les seigneurs corses, à la fois, ont eu une politique maritime, c'est des pirates, c'est des seigneurs pirates, et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, et également ont essayé de s'insérer dans le jeu diplomatique méditerranéen. Donc, avec des échecs et quelques victoires éphémères, mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est une capacité de réaction et véritablement un effort constant pour intéresser d'autres puissances à l'île. Vous l'avez dit, Vanina, comment Gênes va-t-elle finir par s'imposer sur l'île? Sur qui va-t-elle se reposer? On va aller voir également deux cartes qui vont permettre de nous expliquer tout ça. Gênes arrive lentement mais sûrement. Alors oui, il y a une première, on en a parlé, une pénétration commerciale. Dans un premier temps, la Corse n'intéresse pas tellement en tant que territoire. En fait, c'est essentiellement pour qu'elle ne tombe pas aux mains des Catalans que la Corse, que les Génois investissent, si vous voulez, militairement pour éviter qu'elle ne soit prise. Mais c'est finalement une révolte locale dans le nord de l'île, une révolte contre les seigneurs, qui était peut-être une révolte aussi contre un projet de conquête de l'île par le roi d'Aragon, puisque le moment où éclate la révolte, au milieu du XIVe siècle, c'est un moment où on sait que Pierre le Cérémonieux avait vraiment projeté une offensive en Corse. Et donc là, il y a une alliance qu'on peut qualifier d'idéologique entre un parti populaire corse, une communauté de Corse qui se définit, qui émerge dans la documentation à ce moment-là, et qui fait le choix de se donner à Gênes.
Et à partir de ce moment-là, l'accord veut que les Génois envoient un gouverneur dans l'île. Donc c'est la naissance d'un système politique génois dans l'île. Mais c'est aussi lié à un gouverneur particulier, un doge particulier à Gênes, Boccanegra et le mouvement populaire. Et il n'y a pas, si vous voulez, un progrès constant. Il y a des hésitations dans la politique génoise et les Génois vont se rétracter, confier la Corse à une société privée, ce qui pousse les populaires finalement dans un second temps à se rapprocher aussi des seigneurs et du roi Dragon. Donc il n'y a pas un clivage idéologique infranchissable. En fait, il y a la recherche toujours du meilleur gouvernement pour l'île. Que reste-t-il de cette Corse médiévale aujourd'hui ? Alors, de la Corse médiévale, il reste les paysages, puisque les villes de Corse sont nées à cette époque. Bon, Bonifacio et Calvi, puis à la fin du Moyen-Âge, Bastia, qui devient capitale, et Ajaccio. Donc la bipolarité qu'on connaît, c'est un héritage de l'époque, de la fin du Moyen-Âge, de l'époque génoise. Des espaces politiques qui sont restés Exactement. Donc oui, c'est la partie, on va dire, géopolitique. Il y a peut-être autre chose, une autre dimension à rappeler ? Du point de vue culturel, il y a une... linguistique, évidemment. Linguistique, la toscanisation du Corse, on la date du Moyen-Âge. Et puis, du point de vue culturel, comme c'est une histoire qui est restée très forte dans le légendaire, dans le fond mémoriel corse. Oui. Et il y a beaucoup de noms de lieux qui sont liés à cette période. Il y avait beaucoup de traditions orales qui reparlaient du mauvais seigneur ou des seigneurs, des sarrasins, etc. Donc il y a tout un fond légendaire. Qui est encore très présent. Qui est très présent. Vanina, c'est l'heure de la bande originale. Allez, on reste dans le thème puisque vous avez choisi une chanson du groupe Atala, Rinuccio della Rocca, tout un symbole. C'est le dernier seigneur à avoir combattu Gênes. Et il a d'ailleurs été votre sujet d'étude. Vous lui avez consacré votre premier ouvrage, Rinuccio della Rocca, Vie et mort d'un seigneur corse à l'époque de la construction de l'État moderne. Voilà, Colonne Édition. Vous nous en dites quelques mots pour conclure ? Alors, en fait, c'est un peu un clin d'œil. Je ne peux pas finir une émission sans parler éternellement de Rinuccio della Rocca. Mais en fait, c'est parce que j'ai vraiment commencé mes recherches en étudiant ses lettres et sa relation très ambivalente avec les Génois. C'est un seigneur important qui a marqué les paysages de l'extrême sud de la Corse et qui gagnerait à être peut-être mieux valorisé sur le territoire. Parfait. Et votre livre est là pour ça. Oui, entre autres. Vanina Mark Van Kovlat, merci de m'avoir accompagnée durant cette émission et merci de rendre l'histoire aussi passionnante. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Style ou si on vous manque sur la plateforme replay France.tv. Salut. Al trascolum fu per me, che era chi buge balestri e chi para all'inverci